Bonjour. Bonjour. Les actus. Ibexa racheté par QNTM, Segment par Twilio, Imakina par EPAM, l'introduction en bourse de VTEX, Commerce Tool ou Content Square qui lève un paquet de millions. Qu'est-ce qui se passe en ce moment sur le marché? Est-ce que tu as une analyse sur ce sujet? Alors, oui, en effet, il se passe beaucoup de choses. Je pense que on assiste là à une consolidation forcée de notre marché. On se retrouve, alors c'est assez amusant pour nous qui avons connu ce marché quand il était tout petit, être quelque chose qui était à côté du business des entreprises. Maintenant, tout notre marché se retrouve dans le cœur de métier de nos entreprises. Une des conséquences de tout ça, c'est que la finance s'en mêle et met une pression assez importante à consolider tous ces acteurs. Alors, ce qui est intéressant de voir, je pense, dans la consolidation et son impact, c'est qu'on a deux types d'acteurs qui sont impactés fortement. Il y a d'une part les éditeurs, alors tu as cité VTEX, Commerce Tools, ou des grosses levées qu'on a pu connaître de nos licornes. Donc là, un des phénomènes qu'on voit, c'est que cette manne d'argent amenée sur les éditeurs les amène à, pour certains, changer de métier. Certains passent d'acteurs qui faisaient de la R&D et produisaient de l'innovation à des entreprises qui consolident des acteurs. Donc ça devient un métier totalement différent, avec des excès, des espèces de formes de pyramide de Ponzi, où certains exploitent des positions je dirais de force qu'ils avaient pour racheter toujours plus cher d'autres acteurs, sans forcément prendre le temps de les consolider, et oublier un peu leur métier d'origine. Donc je pense que ça, c'est un point qu'il faut qu'on surveille évidemment dans notre écosystème. Il y a un deuxième pan de l'économie qui est fortement touché, c'est les acteurs du conseil de l'intégration. Donc on connaît bien en tant que leverage, où là on voit deux mouvements assez clairs, les très gros, EPAM, tu as cité EPAM qui venait de racheter Imakina, Capgemini qui a racheté Itelios, Accenture qui a racheté Altima, ça fait déjà quelques temps, mais tout ça s'accélère. Donc les gros acteurs historiques du conseil de l'intégration qui mettent la main sur des acteurs plutôt indépendants et des logiques entrepreneuriales et qui se font absorber par ces grands ensembles. Et puis un deuxième mouvement, c'est les acteurs du private equity, donc qui sont des fonds qui collectent des fonds auprès d'investisseurs privés et qui mettent leur dévolu sur un acteur du conseil de l'intégration, essaient de le transformer en plateforme de build-up, et va agréger un certain nombre d'acteurs, avec certains qui ont un modèle de majoritaire. Donc certains acteurs du private equity deviennent majoritaires, donc c'est les fonds qui deviennent majoritaires des entreprises. C'est le cas pour Smile par exemple, qui est maintenant détenu en majorité par Kingsight, qui vient de racheter Alterway, qui a acheté X Republic. C'est le cas de Carlyle chez Debt Agency. C'est le cas de toute une série d'acteurs. Et du coup, sur cette plateforme, l'objectif est de consolider le plus possible et ensuite générer de la plus-value pour les actionnaires. Alors, une des conséquences de tout ça, c'est que notre marché, qui est quand même constitué d'acteurs qui jusqu'à présent était très ancré dans l'entrepreneuriat, notre écosystème évolue. On a de moins en moins d'acteurs pilotés par de l'entrepreneuriat salarié et de plus en plus d'acteurs qui deviennent des salariés de structures financières. Donc je pense que ça va faire un peu évoluer le modèle d'engagement qu'on peut voir vis-à-vis des clients. Donc à surveiller, évidemment, nous on le vit de l'intérieur, mais je pense que c'est un sujet d'intérêt pour tous. On passe au dossier. Donc tu vas nous parler des OMS. Je vais vous parler des OMS et de leur place dans les stratégies d'omnicanalité. Dans le dossier des papilles du web, aujourd'hui, nous allons parler de l'OMS, l'Order Management System. Alors, avant de parler de l'OMS, on va rappeler quelques besoins en termes d'omnicanalité. L'omnicanalité, vous savez ce que c'est l'expérience utilisateur qui est cohérente, qui est harmonieuse, qui est sans couture. C'est-à-dire que c'est l'ensemble de ces interactions avec les systèmes d'entreprise, en magasin, en ligne, où que ce soit, qui se passerait merveilleusement car le client est au milieu, il est connu, reconnu, on lui propose la bonne offre, etc., etc. Alors ça, c'est la théorie. Si on l'applique
par exemple au secteur du retail, parce que c'est un secteur où il y a beaucoup d'innovation, beaucoup justement d'omnicanalité, beaucoup de besoins, ça veut dire par exemple de commencer une commande sur le web, de la finir en magasin, ça veut dire faire de la réservation, avoir une carte de fidélité qui marcherait idéalement en ligne et hors ligne, etc., etc. Donc il y a pas mal de fonctionnalités comme ça qui commencent à être assez évidentes, assez utilisables chez de nombreuses marques, qui deviennent du coup quelque part un peu le standard. Mais prenons quelques exemples. Dans une fiche produit, on a de plus en plus d'informations qui ne concernent pas le produit lui-même, mais la capacité de l'acheter et puis de le recevoir ou d'aller le chercher. Donc on va avoir des informations sur d'éventuels délais de livraison, ou est-ce que ce produit est disponible dans un point de vente physique, si oui, dans quel délai, est-ce qu'il va être disponible à très court terme, j'en ai vraiment besoin, je le veux dans 2 heures, ou je sais juste qu'il est disponible, donc peut-être qu'il va falloir 24 heures si je le commande aujourd'hui. Depuis la fiche produit, c'est aussi intéressant d'avoir des informations sur les délais de livraison ou même des coûts de livraison. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on se projette déjà dans si le client achetait aujourd'hui, en fonction de mon niveau de stock par exemple, ou de l'endroit d'où partirait le produit, eh bien je sais déjà calculer un délai ou un prix pour mettre à disposition ce produit à ce client précis, par rapport par exemple à son adresse ou à son magasin préféré. Alors, depuis la fiche produit, on peut aussi avoir des informations intéressantes sur les modalités justement de retrait. Donc on n'est plus sur les prix de livraison ou sur les délais de livraison, et dire ce produit, je sais que je peux l'avoir en drive, je peux l'avoir en click and collect, en e-réservation, en envoi classique. Donc on va multiplier dès la fiche produit, donc on est en amont de la commande, les informations qui vont me permettre de décider si j'ai envie de commander ce produit ou pas. Donc ça va être en complément de toute la valeur de l'information produit elle-même. Ce sont des informations qui vont être plutôt liées à la commande que je pourrais faire à partir de ce produit. Alors ce sont des informations qu'on a dès la fiche produit, on les a aussi dans ce qu'on appelle les pages listes, donc soit le résultat d'une recherche ou l'ensemble des produits, d'une sélection de produits ou des produits d'une sous-catégorie. On commence à voir apparaître des filtres sur les délais de livraison, ce qu'on a par exemple ici à droite, ou sur les modalités de livraison. Donc effectivement, je peux l'avoir en click and collect ou pas, je peux l'avoir en moins de 2 heures ou pas, qui viennent filtrer justement les produits en question. Et puis on arrive au panier, c'est bon, on est convaincu, on a mis le produit dans son panier, et bien on commence à avoir des paniers qu'on va appeler unifiés ou mixtes, peu importe le terme, où on va avoir sur chaque ligne produit des modalités de prise de possession, donc soit d'envoi, soit de collecte en magasin, par exemple. Donc là on a un premier exemple, puis là un autre exemple où du coup j'ai le même panier, vu côté client j'ai une seule commande, mais je sais qu'elle va avoir un cycle de vie un peu plus compliqué qu'une commande classique, parce que dans un cas je vais recevoir un produit, dans l'autre j'ai décidé d'aller le chercher. Voilà. Donc ça c'est tout ce qui se passe avant la commande. Je vais ensuite passer ma commande, et là il y a un certain nombre d'actions encore liées à cette commande qui peuvent être intéressantes. Savoir bien sûr où en est ma livraison. Donc là on a un exemple Amazon qui est peut-être un peu le plus abouti, puisqu'on sait où en est le livreur, combien il reste d'étapes avant de recevoir mon produit. Bon, c'est peut-être un peu extrême. À droite on a plutôt ici un bon de retour. Et tout ça, ce sont des éléments intéressants parce que ça veut dire que, quel que soit quelque part, dans un monde idéal, en tout cas dans un monde omnicanal idéal, quel que soit le canal par lequel j'ai passé ma commande, eh bien, je vais avoir des informations qui la concernent, je vais accéder à des informations sur cette commande, peut-être que cette commande a été expédiée depuis un entrepôt, depuis le magasin, peut-être que j'ai été en magasin, le produit n'était pas disponible, j'ai demandé à ce qu'on me l'envoie. Bref, dans tous les cas, je vais avoir des informations post-commande qui, idéalement,
s'appliqueront aussi bien aux produits que j'ai achetés en magasin de façon classique ou aux produits que j'ai achetés sur Internet de façon classique aussi. Une fois la commande passée, d'autres éléments intéressants sont bien sûr tous les historiques de commande, donc avoir information de la date, de mes commandes, du canal, est-ce que je les ai commandées ou est-ce que j'ai en tout cas acheté mon produit ou pris possession de mon produit sur Internet, en livraison ou dans un magasin. C'est aussi une façon quelque part de dématérialiser les tickets de caisse, puisque quelque part une commande, c'est n'importe quel achat en point de vente. Donc si on a des tickets de caisse dématérialisés, on va pouvoir y donner accès. Et vu du client, ben, c'est très cohérent, puisque ces commandes, ce sont les mêmes, il s'est adressé à la même marque, il a acheté le même type de produit, certes sur des canaux différents, mais voilà, la différence, vue du client, est assez mince. Alors si on revient un petit peu sur le système d'information des clients, est-ce que c'est compliqué de faire tout ça? Alors un peu d'historique, c'est vrai qu'on a, pour ceux qui ont suivi dans nos présentations précédentes sur l'omnicanalité, on a expliqué un petit peu l'histoire accélérée des architectures. Voilà, il y a toute la partie web qui s'est développée, le site e-commerce, son traitement des commandes web à partir d'un entrepôt e-commerce, son programme de fidélité en ligne, etc., etc. Mais on peut dire que historiquement, et bien avant, on a à peu près le même silo sur la partie point de vente. Donc il y a son propre système d'information qu'on appelle en général le POS, le Point of Sale, la fameuse caisse, mais bon, qui ne fait pas que caisse, qui peut faire gestion de stock, etc., etc. Et c'est vrai que les deux systèmes d'information sont développés parallèlement et avec peu ou pas de pont entre les deux. Et c'est vrai que ce qu'on voit sur la figure ici, c'est qu'à gauche, en haut, il y a le client web et sa commande web, et le client magasin en bas et sa commande magasin, qui, vu du système d'information, sont deux éléments qui n'ont pas grand-chose en commun, éventuellement les données produits, et encore, ça c'est s'il y a un PIM, mais c'est une autre histoire. Donc cette différence, cette séparation entre les composants du système d'information peuvent venir compliquer très réellement la tâche pour arriver aux éléments que j'ai présentés juste avant. Donc il est temps évidemment de revoir ces architectures, et dans ces architectures, qu'on appelle architecture omnicanal à 3 couches chez CleverEdge, on a en bas les référentiels de données, donc toutes les données par exemple, des données de stock ou des données sur les commandes, qui seraient processées, gérées, bref, manipulées par des services. Donc là on voit les services e-commerce, les services de gestion de commandes, justement, et qui seraient ensuite, ces services, appelés ou utilisés par des applications sur des canaux distincts. Donc des applications e-commerce, point de vente, force de vente, call center, etc., etc. Ça, c'est un peu l'idéal. Alors, du coup, quelle est la place de l'OMS dans ce système d'information? C'est justement cette brique au milieu qui fait le lien entre les différents canaux et les différentes données sur une typologie de données précise, les niveaux de stock et les commandes. Alors, si on précise un petit peu, si on essaie de donner une définition de l'OMS, ce serait un moteur d'orchestration de commandes qui, sur la base des niveaux de stock qu'il connaît, c'est-à-dire quels que soient les multiples endroits où le produit serait entreposé, stocké ou préparé, bien d'être capable de définir le traitement idéal de la commande, puis le suivi de ce traitement, puis l'exposition des données justement sur le cycle de vie de la commande à toutes les applications qui en auraient besoin. Les grandes fonctionnalités de l'OMS. La première, c'est la visibilité des stocks. Pour qu'un OMS soit capable de traiter des commandes, de dire je choisis les meilleurs endroits où aller chercher, où aller prendre mes produits, pour ensuite les mettre dans une ou plusieurs commandes, pour ensuite les acheminer potentiellement de façon différente à des endroits différents, le prérequis, c'est de connaître les niveaux de stock de tous ces points d'entrepôt, de manipulation
du produit physique. Donc cette visibilité de stock, c'est un premier élément qui est important, qui doit être le plus temps réel possible, voilà, et qui doit tenir compte typiquement d'un entrepôt e-commerce, parce qu'il y en a souvent, du niveau de stock dans les différents magasins, ou en tout cas dans les magasins, dans le plus grand nombre de magasins possible. Et puis ça peut aller au-delà, ça peut être des niveaux de stock chez les partenaires, chez les fournisseurs, chez les revendeurs. Enfin, il y a beaucoup de combinaisons possibles et qui vont d'autant plus mettre en intérêt, mettre en lumière le rôle de ces solutions OMS. Deuxième élément, la prise en compte du réseau logistique. Donc ça c'est important parce que pour être capable d'optimiser, simplement déjà de bien traiter, mais idéalement d'optimiser le traitement d'une commande, il va falloir être capable de connaître un petit peu les caractéristiques de notre réseau logistique. Les horaires d'ouverture, des points d'entrepôt, enfin des différents endroits où les produits sont stockés, les coûts et les délais pour acheminer des produits d'un point à un point B, que ce soit par bateau, camion, voiture, vélo, piéton, etc. De connaître le nombre et la typologie de produits que l'on peut transporter en même temps. On sait par exemple qu'on ne va pas avoir le même traitement entre une table de ping-pong et une raquette de ping-pong. C'est l'exemple que j'aime bien donner, mais qui est assez réaliste. Bref, la bonne prise en compte de ce réseau logistique va venir, donc c'est beaucoup de configuration dans l'outil, va venir ensuite déterminer les bonnes règles pour traiter les commandes comme il faut. Et puis ensuite, on a la fonctionnalité un peu majeure, attendue, l'orchestration et le pilotage des flux de commandes. Donc là, ça va être toute la partie, je prends une commande que j'ai capturée sur n'importe quel canal, et je la traite. Donc je la prends, je la transforme éventuellement, et puis je la donne à des transporteurs, ou je donne l'information à des transporteurs, à des entrepôts, à des partenaires logistiques de toutes sortes, aux magasins quand ils sont eux-mêmes considérés comme entrepôts, etc., etc. Et je vais piloter ce traitement de commande jusqu'au bout, jusqu'à ce que la commande soit remise au client. Enfin, j'ai le suivi du cycle de vie, donc ça veut dire la capacité à donner, à partager toutes ces informations avec les applications qui en ont besoin, les applications e-commerce, les applications call center, les applications logistiques, faire ce qu'on appelle le pick, pack, ship, préparer les paquets. Et ça va jusqu'à la fin du cycle de vie de la commande, c'est-à-dire jusqu'au retour ou échange. Parce qu'on a parlé de l'avant-commande, de la commande, du transport, ou en tout cas de la mise à disposition de la commande, mais la vie ne s'arrête pas là, elle s'arrête idéalement là, mais elle peut aussi aller au-delà sur la partie effectivement retour, échange, remboursement, qui sont des fonctionnalités qui font partie d'une brique ou d'une solution OMS. Donc ce besoin d'une solution OMS, il est progressif. Plus on rajoute de canaux de prise de commande, plus on rajoute de canaux utilisés dans toute la vie de la commande, plus ça va être compliqué de faire sans. Voilà, j'ai un site e-commerce, un entrepôt e-commerce, pas de point de vente physique. Bon, tout va bien, j'ai pas nécessairement besoin d'un OMS, je m'en sors déjà en général très bien. Mais maintenant, j'ai plus un entrepôt, j'en ai deux. C'est un peu plus compliqué parce qu'il faut que je fasse des choix. Puis j'ai pas 2 entrepôts, en fait, j'ai 400 points de vente physiques et je voudrais que la moitié d'entre eux puissent servir de complément de lieu de stockage. Donc avec aussi de la capacité de préparation de commandes, mais ils ne sont pas ouverts tout le temps. C'est pas comme un entrepôt classique. Bref, je suis en train de complexifier ma logistique et du coup, j'ai besoin d'un composant. Et ce composant, ça s'appelle un OMS. Donc c'est un rôle central que cet OMS va jouer parce qu'il va se retrouver entre les différents canaux de commande, le e-commerce, les magasins, éventuellement le call center. Ça, ce sont des canaux internes, mais il y a aussi tous les canaux externes. Je peux être vendeur sur une marketplace, je peux vendre via des solutions sur les réseaux sociaux, où là, je ne vais pas beaucoup maîtriser la partie capture, mais par contre, je vais devoir complètement maîtriser la partie acheminement de la commande. Et ces commandes ne passent pas par mon site e-commerce, ou en tout cas pas naturellement, ou pas spontanément. Donc là, je me retrouve vraiment avec ce composant qui est au milieu de la capture et de l'acheminement ou de la mise à disposition des produits. Donc c'est ce qu'on voit sur cette figure, qui reprend à la fois les principales fonctionnalités et surtout qui présente bien un projet OMS. C'est un projet d'intégration, c'est un projet d'interfaçage qui va mettre à disposition un certain nombre d'outils pour paramétrer ou pour gérer au quotidien les commandes, mais avant que ce soit pleinement opérationnel, c'est un projet d'intégration. Voilà, pour finir,
une rapide cartographie des solutions. On a repris là, le slide d'un des éditeurs du moment. C'est sa façon, et c'est intéressant de voir comment les éditeurs présentent leurs solutions. Donc c'est une solution pour donner de la visibilité sur la disponibilité d'un produit, bien sûr du traitement super optimisé des commandes, de l'agrégation de niveau de stock, et tous les outils, tout l'outillage possible pour gérer ensuite le traitement idéal de ces commandes par les différentes parties prenantes, et le tout, pourquoi faire? Pour permettre la réalisation de business case réellement omnicanaux. Donc l'OMS n'est pas requis pour faire de l'omnicanalité, mais ça va être réellement un facilitateur sur ce sujet. On a fait l'exercice chez Clever Edge, j'essaie de classer un petit peu, de catégoriser les différentes solutions OMS du marché. Alors il faut savoir que derrière le vocable OMS, il y a des promesses quand même assez différentes d'un éditeur à l'autre. Il y a un certain nombre d'acteurs qui présentent une brique pleinement OMS, avec beaucoup de fonctionnalités et un niveau, on va dire, de sophistication plus ou moins élevé, mais plutôt plus que moins. C'est ce qu'on va retrouver dans la brique à droite. Et puis après, on a tout à gauche des outils qui ne sont pas des outils OMS, soit des outils e-commerce, soit des outils point of sale, mais qui, il est vrai, font un certain traitement sur les commandes. Donc parfois, on va considérer, ou les éditeurs en tout cas de ces solutions, vont considérer qu'ils font un peu d'OMS. Et puis au milieu, on a des solutions qui viennent d'éditeurs e-commerce ou qui viennent d'éditeurs plutôt magasins, et qui ont développé des fonctionnalités qui se rapprochent peu ou prou de l'OMS, ou qui même font une partie importante de ce qu'on peut attendre d'un OMS, et qui sont soit plutôt optimisés sur le canal e-commerce, même si par définition ça ne veut pas dire grand-chose, puisque un OMS va permettre de l'omnicanalité, soit plutôt optimisés sur la partie magasin, ou en tout cas qui s'appliquent avec des règles vraiment bien prévues pour les magasins, et qui sont là aussi des solutions intéressantes, même si elles ne couvrent pas nécessairement le scope complet de ce qu'on peut attendre d'un OMS full featured. Voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur les OMS. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Le flop du jour, le live shopping. Qu'est-ce que c'est ? Alors, live shopping, c'est l'aberration du moment. On s'est ennuyé à développer des sites web qui avaient une profondeur de catalogue extrêmement large. On a essayé de personnaliser la sélection des produits pour les clients. Le live shopping invente l'inverse. Durant une période de temps, une demi-heure, on va avoir une personne qui va nous faire un télé-shopping de bas niveau pour parler de 2-3 produits qui ne me concernent pas forcément. Voilà, donc première caractéristique du live shopping. Deuxième caractéristique, le web avait un gros avantage, c'était d'être accessible de 24/7. Avec le live shopping, il faut se pointer à 20h pour suivre l'émission de 20h à 20h30 de live shopping. Donc c'est le niveau 0 de l'interactivité utilisateur. On parle pas de l'impact carbone puisque c'est également d'actualité. On parle pas des coûts. La mauvaise idée du moment. Essayer de faire des choses un petit peu plus utiles, mais live shopping, pas pour nous. Bon, passé le dernier effet wow du moment avec le live shopping, on va parler de choses un petit peu plus sérieuses et puis un petit peu plus top. Les architectures Mac. Les architectures Mac, alors quelques mots sur ce que ça veut dire. Ce sont des architectures basées sur des microservices qui mettent en œuvre un certain nombre d'API. Le tout fait pour le cloud, c'est cloud native, et avec la séparation entre le contenu et les services. C'est le fameux headless, ce qui nous fait les 4 lettres MACH. C'est une initiative de regrouper un certain nombre d'éditeurs qui correspondent à ces 4 lettres. Et le top que nous y voyons, c'est que c'est une définition d'architecture moderne déjà, mais qui tend, alors c'est assez créatif, qui tend à standardiser les différentes technologies que l'on peut mettre en œuvre sur des plateformes digitales et qui essaye de masquer toute la complexité ou la variété possible d'un certain nombre d'éditeurs pour que quand on a un projet en œuvre,
on va s'appuyer beaucoup sur les API, c'est une façon de standardiser, et qui vont permettre de créer des nouvelles plateformes très personnalisées, sans s'enfermer dans un ou deux monolithes dont on serait complètement dépendant. Donc il y a une certaine indépendance, une certaine standardisation qui sont probablement des éléments intéressants, en tout cas des éléments à surveiller pour nous et pour nos clients. Et toi alors, qu'est-ce que tu en penses ? J'en pense que ça mérite un débat, qu'on fera sûrement lors du prochain dossier. Côté ingénieur, indéniablement un top. Côté business, il faut qu'on trouve la question à laquelle ça répond véritablement, mais on en discutera très prochainement. Avec plaisir. Écoutez, à bientôt, merci. Au revoir.